Salut les petits potes, c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour 5 nouveaux threads d'horreur. J'espère que vous allez aimer ces histoires terrifiantes, c'est le but quand même de ces vidéos, j'espère. Mais avant de commencer ces histoires terrifiantes, j'ai une petite question pour vous. Vous savez, en début de vidéo, maintenant on commence à faire ça, voilà, on se répond un petit peu, hop. La question du jour, ça va être, est-ce que vous lisez? Alors, est-ce que c'est des romans, des journaux, enfin vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous aimez bien lire par exemple? Et bah moi, la réponse vous l'avez, je pense que vous l'avez un petit peu derrière. Là c'est des mangas. En ce moment c'est des mangas, des fois c'est des romans, fantasy ou quoi. Et voilà, n'hésitez pas, si vous ne lisez pas ou quoi, dites-le, c'est pas une tare, il n'y a pas de chacun sa passion. Tu vois ce que je veux dire? Essayez pas de faire comme dans ceux qui essayent de date un petit peu. Tu lis? Ouais, moi je suis grand lecteur. Tu peux me donner 3 auteurs? Alors, il y avait... Mais si, le mec, tu sais, qui écrit des trucs. Mais non. Tu lis pas, point barre. Voilà, donc moi vous avez la réponse, surtout des mangas en ce moment. Je suis sur une très belle œuvre d'ailleurs, pour si jamais, voilà, je fais une petite propagande de ceux qui aiment bien les mangas. Gamaran, il est pas connu, c'est Histoire de samouraï, vraiment de fou, ça step up, les mecs ils deviennent de plus en plus forts, enfin bref, c'est fou, c'est très fluide et c'est très bien. Qu'est-ce que ça vient foutre là? J'en sais rien. Mais bon, au moins je te partage un petit peu de moi-même dans ces vidéos. Voilà, tu vois, Delcor, t'as l'humain derrière la chaîne thread d'horreur. Voilà, que je suis pas un bot qui vous lit des histoires, quoi, voilà. Donc voilà, justement, en parlant de ces histoires, on va pas tarder. Alors si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je m'appelle Hailey, j'ai 14 ans et je vais vous raconter mon histoire. Et justement, j'espère qu'elle vous plaira. Récemment, j'ai emménagé avec ma mère dans un nouvel immeuble. Celui-ci contient 4 étages, un ascenseur et des escaliers, comme dans tout lotissement qui se respecte. Il faut savoir que je suis très sensible à tout ce qui est mauvaises ondes, et qu'en arrivant dans cette nouvelle résidence, même en journée, je ne me sentais pas du tout à l'aise dans les couloirs et les escaliers. J'étais comme observé. Avec le temps, je n'y fais plus attention. Avec tous les rapports d'enquête criminelle et de threads d'horreur que j'écoute depuis des mois, parce que c'est devenu une passion, je deviens certainement parano. J'en parlais avec ma mère pour rigoler, et elle se foutait bien de moi en rigolant sur mes goûts en matière de podcast. Un jour, l'ascenseur était en panne. Et j'étais donc obligé de prendre les escaliers depuis le 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et ça, je le sentais mal. Ma mère m'avait demandé de descendre la poubelle, donc de faire un détour par le sous-sol avant d'aller en cours. Je suis donc descendu au sous-sol. La lumière n'est pas automatique et elle s'active par plusieurs interrupteurs. Un situé dans le local poubelle au fond du parking et un à la sortie de l'ascenseur. Ce matin-là, donc, en sortant de l'ascenseur, j'allume la lumière et je fais quelques pas. Mais immédiatement, elle s'éteint. Sur le coup, je bug. Je suis en stress parce que j'avais quelques appréhensions à descendre et je suis toute seule. Donc s'il se passe quelque chose, personne ne le saura. Je retourne donc à l'ascenseur pour allumer la lumière et je parcours le parking très vite. Je dépose la poubelle et je fais le plus beau sprint de ma vie vers l'ascenseur pour partir de là. Pendant 2 semaines, rien ne se passe et j'avais même pas parlé de ce qui s'était passé à ma mère. Parce que je trouvais ça inutile et ridicule. Et surtout parce que ça pouvait ressembler à un bug de l'installation électrique. Et que c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. Le jour dont je vais vous parler se passe 2 semaines après le premier incident. Ma mère m'avait à nouveau demandé de sortir la poubelle avant d'aller en cours. Et j'étais redescendu, mais sans pour autant être sereine. Comme la dernière fois, j'allume la lumière en sortant de l'ascenseur. Et je m'arrête quelques secondes pour écouter. Je n'entends rien, donc j'avance vers le local poubelle pour y déposer le sac. En retournant vers l'ascenseur, la lumière s'éteint, comme la semaine dernière. Mais j'ai entendu le bruit que l'interrupteur fait. Et pour le coup, il venait de derrière moi, donc du local poubelle. Alors qu'il n'y avait normalement que moi. Je réalise que je ne suis pas seul et directement je me mets à courir en direction de l'ascenseur. J'entends des pas pressés derrière moi et je n'arrête pas d'avancer. Au moment où j'arrive à entrer dans l'ascenseur, la scène se passe comme au ralenti, comme dans les mauvais films. Et je vois au moment où les portes se referment, un homme qui se tient debout derrière la porte de l'ascenseur, complètement débraillé. Quand l'ascenseur commence à monter, j'entends comme un hurlement de rage venant d'en bas. Je remonte immédiatement dans mon appart et je tombe dans les bras de ma mère. Et je lui raconte ce qui vient de se passer. Elle me prend très vite au sérieux et appelle la gendarmerie. Ce qu'on a appris ensuite m'a glacé le sang. Avec chance, dans le parking, il y avait des caméras de surveillance un peu partout. Parce qu'il y avait déjà eu des histoires de vol de voitures avant. Les policiers nous ont dit que le mec était arrivé à peu près 1 semaine avant la première fois où j'étais descendu. Et qu'au moment où j'étais dans le local ce jour-là, il y était caché derrière une poubelle. À attendre et c'est lui qui a joué avec les lumières quand j'y étais. Ils ont réussi à intercepter le mec qui était un sans-abri, mais qui était connu pour agression par les services de police. Ils ont trouvé sur lui un canif et un morceau de corde. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre, mais j'y travaille petit à petit par des consultations chez un psychologue. Et justement dans ce genre de cas, je pense qu'il est conseillé, et du coup c'est fait,
de consulter un ou une psychologue. Ils sont spécialisés là-dedans et peuvent aider à soulager ce genre de problème. Voilà. Et effectivement, sachant que toi tu n'as rien demandé, hein, tu as juste sorti des poubelles, enfin un truc normal, qui devrait être normal à la base, hein, tu vois. Tu sors tes poubelles quoi, y a pas de souci. Mais non, il y a un mec chelou qui te veut du mal. Bon, en espérant que ce gars est là où il doit être, hein, c'est-à-dire qu'il doit être... Allez, on passe maintenant au prochain thread d'horreur. Alors juste avant de commencer ce 4e thread d'horreur, il faut savoir que c'est même pas forcément un thread d'horreur, j'ai envie de dire, c'est plus un témoignage de quelqu'un qui a vécu des choses pas faciles pendant son enfance. Alors il n'y a pas d'acte, tu vois le truc sur des enfants, etc. Mais c'est une enfance pas facile à vivre, donc si jamais, si vous êtes sensible avec le sujet, eh ben n'hésitez pas à passer à la prochaine histoire. Les vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez très bien basculer sur l'autre truc. Si ça vous rappelle des choses ou quoi, j'ai pas trop envie de... des souvenirs pas ouf qui reviennent à la surface. Donc voilà, petit disclaimer. Allez, je commence, donc si tu veux skip, n'hésite pas à le faire, je t'en voudrais pas, t'inquiète pas. Bonjour, je me présente, le prénom de la personne, mais que je ne vais pas dire au cas où. Je viens sur ce site d'histoire afin de raconter ce que ma mère a fait à moi et à ma sœur. Je demande au modérateur de ne pas supprimer ce post, car il est vrai et personnel. C'est la 3e fois que j'en parle. La première fois, c'était à la DAS en 2011, après que ma sœur m'eut révélé des choses infligées par notre mère, dont j'ignorais l'existence et qui finalement nous unissaient. Oh malheur. Nous avons 11 ans d'écart avec ma sœur, c'est une demi-sœur. La 2e fois que j'ai parlé de ces maltraitances, c'était avec mon psy, au cours des dernières années, afin de guérir et de me libérer totalement du lien toxique. La 3e fois que j'ai parlé de ces choses, c'est aujourd'hui, avec vous. Vous avez rencontré des personnages inquiétants ou effrayants? Alors je vous le demande, que faire quand la personne terrifiante est votre mère? Nous appellerons ma mère Mariella. Cette histoire s'étend sur 25 ans, étant l'exemple parfait des monstres qui se cachent. Ma mère avait déjà été enceinte en 1976, grossesse qui s'était horriblement terminée par une chute à vélo. Emmenée à l'hôpital, elle avait subi une IVG. Elle m'avait quelquefois parlé de cet événement traumatisant, pour m'avouer enfin que la chute était intentionnellement destinée à perdre l'enfant. Ah, que n'a-t-elle reproduit l'acte avec moi? Cela m'aurait évité bien des tournants. Ma mère rencontre mon père en 1981. Et ils s'aiment. Ma mère, durant les 2 années de relation qui suivirent, semble normale et joyeuse, équilibrée aussi. Ils décident d'avoir un enfant, c'est moi. C'est alors qu'au 5e mois de grossesse, quelque chose vrille en elle, et elle commence à faire des crises de nerfs. Son caractère s'assombrit. L'une de ces crises sera si puissante qu'elle a des contractions et doit être emmenée d'urgence à la clinique afin de ne pas perdre l'enfant. Je nais alors, mais ma mère est changée. Mon père ne la reconnaît plus. Leur relation va de mal en pis. Mon père découvre en ma mère une sombreur insoupçonnée, à un tel point qu'il doit envisager la séparation, pour ne pas dire la fuite. Nous sommes en 1985 et le droit des mères est au-dessus de tout. Mon père consulte un avocat afin d'avoir ma garde. L'avocat lui dit que c'est possible, mais les démarches seront longues et rudes. Et mon père sait, car ma mère l'a sous-entendu dans l'intimité, que s'il décide d'entamer cette action en justice, elle me tuera avant qu'il ait pu dire ouf. Et rappelez-vous, ma mère cache sa noirceur. Elle est toujours parfaitement sensée et souriante envers le commun des mortels, ses amis et ses proches. L'horrible piège est tendu. Si mon père me prend avec lui de force, elle jouera la mère normale et aimante, et elle me récupérera pour me tuer. En revanche, si mon père s'en va et me laisse vivre auprès d'elle, ma mère lui fait comprendre que j'aurai une chance de vivre. Ma seule présence la réconfortera. Qu'auriez-vous fait à la place de mon père? M'auriez-vous enlevé de force des bras de cette mère, gravement perverse et dépressive, mais seulement au sein de l'intimité, tout à fait normale et amicale à l'extérieur? Et 2e question, qui n'en est pas une. Était-ce à moi de réconforter ma mère, moi, le bébé innocent et sans défense? Mon père, après 2 ans d'enfer conjugal, quitte ma mère. Ma mère ne le supporte pas. C'est alors que commencent plusieurs années d'affreux sévices psychologiques, car ma mère veut mettre fin à ses jours et moi également avec elle. Durant plusieurs années, je devrais la convaincre de nous épargner. Vous vous intéressez aux personnages effrayants? Eh bien, voici ce que j'ai subi. Le soir, ma mère éteignait toutes les lumières de l'appartement. Elle me laissait dans le noir. Je l'appelais et je me mettais à pleurer. Puis tout d'un coup, elle éclairait son visage par le bas avec une lampe torche et me faisait boue en souriant. Elle était, la journée ou le soir, assise dans son fauteuil. Je l'appelais, elle ne me répondait pas. Je venais donc la voir et elle mimait la morte durant de longues minutes. J'essayais de la réveiller et au moment où je hurlais et paniquais, elle se réveillait avec un sourire. Elle s'enfermait dans la salle de bain, me disait qu'elle prendrait des médicaments pour mourir. Je devais la convaincre de vivre, lui dire des mots d'amour,
J'avais entre 3 et 7 ans. Elle faisait semblant de faire les bruits qu'on entend quand on extrait les pilules de leur boîte. Quand je paniquais et pleurais, elle déverrouillait et ouvrait la porte. Puis elle me serrait dans ses bras. Elle hurlait et se dirigeait vers la cuisine, y saisissant un grand couteau qu'elle pointait sur son ventre. Et durant d'interminables minutes, je devais la convaincre de ne pas s'éventrer. Elle me disait pourquoi toi tu veux vivre? Est-ce que tu m'aimes? Et moi, de mes mots d'enfant, je devais sauver ma mère. La nuit, elle éteignait toutes les lumières, ouvrait la fenêtre de sa chambre située au 5e étage, montait sur le rebord de la fenêtre et je devais la convaincre de ne pas sauter. Parfois, dans son extrême bonté, elle me prenait dans ses bras, montait sur le rebord, là, au-dessus du vide, dans les bras de ma mère. Elle me proposait de nous tuer et me demandait « Tu veux qu'on meure? Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi qu'il faut vivre. » Voilà, je n'ai parlé de ces choses qu'à mes 16 ans. À ma psy que ma mère m'avait emmené voir car elle ne supportait plus mon adolescence difficile. Et quand elle a deviné que j'avais raconté des choses de mon enfance, elle a cessé tout bonnement de me payer mes séances. J'ai fui chez mon père lors de mes 16 ans. J'ai appris beaucoup plus tard que ma demi-sœur, dont le père piégé avait lui aussi quitté notre mère, avait subi maint de ses vices dont celui du couteau de cuisine. Elle a également subi une horreur que je pense n'avoir jamais vécue. À moins que je ne m'en souvienne pas. Ma sœur a 6 ou 7 ans, elle dort la nuit dans sa chambre, soudain, elle sent un oreiller sur son visage qui l'étouffe. Elle se réveille, la pression cesse. Elle entend alors dans le noir notre mère partir vite en pleurant. C'est à la suite de cette confession de ma sœur que je préviens la DAS en 2011. La DAS va la voir au lycée, mais la laisse rentrer chez notre mère le soir. Le lendemain, elle revient sur sa confession. Il y a prescription sur mon cas, et la DAS, après une légère enquête, au cours de laquelle d'ailleurs elle demande à 1 ou 2 proches de ma mère d'écrire une attestation, comme quoi ma mère est une formidable mère, ce qu'ils feront, la DAS clôt l'enquête. Ma mère par la suite dira à son entourage que son fils a des problèmes psychiatriques, et qu'il a inventé tout ça en 2011. Comme elle aurait pu dire au tribunal en 1985 si mon père avait voulu me sauver, qu'il était déséquilibré et qu'elle seule pouvait me garder avec amour. Ce monstre est toujours dehors, non jugé, et vit entouré de plein d'amis et de proches qui n'ont jamais rien su, ou qui me croient simplement dérangé. À 40 ans et après 25 ans de psychothérapie, j'ai enfin rompu tout contact avec Mariella, il y a 2 ans. Ma sœur, elle, continue de la voir de temps en temps, elle a 29 ans. Ma sœur m'a dit il y a 5 ans, je ne pouvais pas envoyer maman en prison. Ma sœur va sûrement passer Noël avec sa mère, car sa mère se plaint auprès de ses amis de ne plus avoir ses enfants pour les fêtes de fin d'année. On se demande pourquoi. À tous ceux qui ont vécu des sévices de proches, parlez. Vous n'êtes pas responsable des horreurs d'autrui, quand bien même ces horreurs sont infligées par votre famille. Vous êtes fort et surtout soignez-vous. Soignez votre esprit du mal et du vice auprès de personnes de confiance. Vous pouvez vous libérer de la pourriture dont un autre vous a recouvert. Ne vous vengez pas, ni sur vous ni sur autrui. Soyez lucide, fort et franc. Pour finir, j'envoie tout mon amour à ma sœur, ainsi qu'aux proches qui m'ont écouté et aidé. Je souhaite qu'elle se libère un jour complètement de sa relation avec le monstre. Hélas, notre mère. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Donc tout ce qui a été dit ici, c'est par l'auteur du thread, donc de ce témoignage. Du coup, la petite morale à la fin, c'est la sienne. Voilà, donc après, chacun fait comme il veut. S'il veut se venger ou quoi, moi je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire. Voilà, donc gros thread, témoignage quoi, donc c'est pas le format classique, etc. Mais ouais, c'est clairement en mode... mais t'es censé être ma mère, toi, tu sais, la personne qui normalement s'occupe de moi et tout, qui m'a donné la vie, qui voudrait normalement que je réussisse dans ma vie et que, tu sais, ça soit bien là, à la fin, la vie, tu sais. Normalement, t'es censé, bien, je sais pas comment dire, évoluer dans la vie. Ta mère, elle t'a tellement donné, à la fin, toi, étant plus vieux, tu redonnes à ta mère, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tout pour la maman, comme on dit et tout. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, voilà, c'est une grosse raid d'horreur. Force à tous ceux qui ont, s'il y en a qui ont vécu des choses comme ça dans les commentaires. Voilà. Bon, juste avant de commencer ce dernier thread d'horreur, si tu ne l'avais pas fait, un petit pouce bleu, je te jure que ça aide de fou, clairement. Et je sais que vous en êtes capable, parce que quand je demande des fois « Ah, vous voulez une petite vidéo bonus ?» à 1000 pouces bleus, paf, les 1000 pouces bleus, ils pètent. Et c'est vrai que quand je dis pas qu'il y a une bonus, vous hésitez à le mettre un petit peu, j'ai l'impression, donc n'hésitez pas, ça fait la diff. C'est dommage des fois que je dois sortir une bonus pour vous inciter à le faire quand même, si vous trouvez que le travail vaut la peine, n'hésitez pas à le mettre, je sais pas, voilà, ça coûte rien, ça coûte 3 secondes. Contre des heures de recherche, de montage, de travail, enfin bref, je trouve que ça vaut le coup. Après, libre à toi, t'as pas envie, je te force à rien. C'est juste qu'en fait c'est gratuit, tu vois ce que je veux dire. On va commencer ce dernier thread d'horreur. Et je viens vous raconter ici l'histoire d'une soirée à Bourges, une ville dans le Cher en France, où j'ai bien cru finir dans le coffre de cette voiture dorée. On est en 2015, c'est l'hiver. Nous étions 3 filles de 22 ans en 2e année d'infirmière.
On va pour le poste se nommer en tant que Isabelle, Émilie et Sophie qui sera moi-même. Nous menons nos études dans l'Allier, mais pour le week-end, Isabelle propose d'aller passer 2 jours dans un appart à ses parents à Bourges, pendant qu'ils ne sont pas là pour profiter un peu de cette grande ville à partir de vendredi soir. Une 4e fille devait nous rejoindre le lendemain. Nous sommes alors vendredi soir, après s'être fait à manger tranquille entre filles à l'appart. Émilie veut sortir et propose de faire une tournée des bars pour s'amuser un peu. Isabelle est partante et moi qui ai toujours été très prévenante, non peureuse mais prévenante au vu du nombre d'aléas qui me sont déjà arrivés, à force bon, c'est beaucoup. Je suis un peu sur la réserve en indiquant que ce soir on n'est que 3, pas 4. Comme on le serait le lendemain et qu'on est l'hiver, qu'il n'y a personne dans les rues, etc. Bon, je me résigne pour leur faire plaisir et nous sortons. Soirée très sympa, on fait quelques bars, on passe de bons moments. Puis vient le moment de se décider de rentrer. Il est environ 1h30 du matin. Emmitouflés dans nos blousons, il fait froid, noir et nous nous éloignons du centre dans les rues pavées de Bourges. Tout volet des maisons fermées et plus un chat dans les rues. On n'entend que le bruit de nos bottes sur les pavés. On marche toutes les trois se tenant les unes les autres par les bras. Et on entend une voiture qui arrive derrière nous. Une voiture un peu style Opel Astra couleur or, avec 5 gars dedans, tous aux airs peu fréquentables. La voiture passe doucement à côté de nous, toutes vitres baissées. Ils ont le bras accoudé à la portière et ils nous fixent en passant sans dire un mot. Pas une seule interpellation qui aurait pu se ressentir comme plus habituelle. Pas de « Eh mademoiselle », pas de « Bonsoir mesdames », pas de sifflement. Juste rien. Un regard fixe et glaçant sans un sourire, juste un air fermé, sourcils un peu froncés. Il nous dépasse lentement. J'ai un mauvais pressentiment immédiat qui me prend et je dis à Émilie et Isabelle « Venez, on va à gauche ». Isabelle me répond « Mais non, c'est pas le chemin pour aller à l'appart, il faut aller en face ». En face, justement, la voiture s'arrête et 2 des 5 gars descendent sur le trottoir. On peut à ce stade ne pas interpréter et se dire « Oui, peut-être que ces 2 personnes rentrent chez eux dans une des maisons juste là ». Je réponds donc à Isabelle « Mais je m'en fiche que ça soit pas le chemin pour aller chez toi. On ne passe pas devant eux, on tourne à gauche. » Émilie me dit « Allez, t'inquiète, ne montre pas que t'as peur, c'est pire. » Mon pressentiment plus fort que tout et voyant qu'elle ne m'écouterait pas, c'est alors que je les tire fort par les bras, les emmenant à gauche sans leur laisser le choix. Et on continue à marcher tranquillement l'air de rien. C'est alors que les 2 hommes qui étaient descendus de la voiture remontent dans celle-ci. Et ils redémarrent, font demi-tour direction notre rue. Les filles me disent alors « Ah, t'avais peut-être raison en fait ». Et commençant à stresser, on presse le pas en se tenant très fort. La voiture repasse à côté de nous, nous refixant tous sans une parole comme la première fois. Vitres baissées, accoudées. C'est alors qu'on s'engouffre rapidement dans la ruelle d'en face, indiquée sens interdit pour eux. On se cache à l'entrée de cette ruelle derrière des conteneurs et petites poubelles et on voit la voiture passer, repasser encore devant cette ruelle sens interdit. Elle faisait des allers-retours et il nous cherchait. Avec les filles, on se dit alors qu'on ne va pas pouvoir rester là éternellement et que pour se laisser un petit laps de temps, la prochaine fois qu'il repasse, à la seconde où on voit la voiture passer, on se met à courir comme pas possible. Et vient le moment. La voiture passe, on détale et dans la précipitation au moment de se lever pour courir, une de nous bouscule une des petites poubelles en ferraille derrière lesquelles on était caché. Et dans cette rue toute pavée sans un bruit d'hiver, on n'entend que ça. C'est alors que la voiture n'en a plus rien à faire du sens interdit. Et ils arrivent cette fois-ci pleine balle dans notre rue pour nous pourchasser. À ce moment-là, il ne nous vient pas idée de toquer à une porte ou crier. Tout est fermé, tout le monde dort. Le temps que la personne se réveille, se décide et vienne ouvrir, ça prendrait trop de temps. Il faut courir. Et je savais bien qu'on ne pourrait pas semer une voiture bien sûr. C'est pourquoi nous savons perdu qu'on ne pourrait pas aller plus vite que la voiture bien longtemps. À la seconde où j'ai entendu la voiture débouler dans la rue, on était déjà un peu loin ayant commencé à courir. Mais j'ai sorti mon téléphone pour appeler la police pour la première fois de ma vie. Un accueil automatique me semblant bien trop long à ce moment-là. Bonjour, vous allez être mis en relation avec la police. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Le policier décroche. À ce stade, mes 2 amis sont bien plus loin que moi. L'appel et la main à l'oreille m'ayant ralenti. Je lui explique alors en même temps que je cours de tout ce que je peux en 2 mots. On est 3 filles poursuivies dans les rues de Bourges par une voiture de 5 gars. Il me demande « Vous êtes où et dans quelle rue ?» Et je réponds que je ne sais pas. « Vous devez vous rendre vers où? Dans quelle rue ?» Je réponds encore une fois que je ne sais pas. En effet, je ne connaissais pas cette ville, je n'avais pas retenu l'adresse de l'appart de ma pote et j'avais encore moins pris le temps et eu l'idée de regarder les noms des rues sur les murs. C'est alors que je réalise qu'on n'est pas dans une série policière où on nous géolocalise en 2 secondes. Non, j'étais dans la merde et ils ne pouvaient rien faire pour moi. À ce moment-là, la voiture est arrivée à ma hauteur. Elle s'arrête, 2 hommes sortent de nouveau de la voiture. Ils commencent à s'avancer que je m'arrête, me retourne vers eux et là je crie au policier au téléphone la description de la voiture et la plaque d'immatriculation. Les 2 hommes s'arrêtent et se regardent. Ils me regardent, ils se re-regardent avec ceux dans la voiture et ils me re-regardent. Puis ils remontent dans la voiture et partent à toute vitesse. Je me remets à courir et dis aux policiers au bout du fil qu'ils sont partis.
et que je ne veux pas encombrer la ligne si d'autres personnes appellent et que je le rappelle si besoin. On ne s'est pas arrêté de courir jusqu'à l'appart et une fois dans l'appart, on se serre toutes fort dans les bras et elles fondent presque en larmes de stress. Après débriefing, Isabelle se souvient de quelque chose et plus calme nous dit qu'elle se souvient très bien de cette voiture. Quelques heures plus tôt dans la soirée vers 22 h en partant avant d'arriver au bar, dans le centre-ville quand il y avait encore du monde, elle avait vu cette voiture qui tournait, grande, allongée et sa couleur or ne passait pas inaperçue. Avec effroi, on se dit alors que peut-être ces personnes tournent toute la soirée à la recherche d'une proie. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur qui fait bien flipper. Voilà, et c'est clairement, ils sont là, ils sont en mode ce soir, on va traquer. Et c'est pas fou, clairement, t'es en mode mais pourquoi vous faites ça? Bref, histoire de gros malade. Et comme c'est la fin, je sais que vous allez quitter. Voilà, si vous avez kiffé, un petit pouce bleu, un abonnement. Et si tu veux plus de thread d'horreur, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.